à tous et à un, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi 12h30 disponible en replay sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin si vous l'avez loupé. On va parler Bitcoin, Ethereum, dominance Ethereum vis-à-vis de Bitcoin, on fera un petit peu de macroéconomie, toujours sur nos trois grands indicateurs clés macroéconomiques, notamment du côté des États-Unis. Et je reviendrai sur quelque chose que j'ai dit lors du live vendredi, et je vous lirai même le commentaire d'un des membres du Discord et des rois du marché. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme, cryptoactif, marché plus traditionnel. Je l'utilise depuis plusieurs années. Elle a été téléchargée plus de 15 000 fois. C'est complètement gratuit, disponible. Lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord des rois du marché. Également, je le dis rarement, mais n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça permet de booster l'algorithme de YouTube, mettre un petit commentaire. Je les lis tous, sans exception, et y réponds. Et de vous abonner pour pouvoir rejoindre la grande communauté bienveillante des rois du marché. Bon, on va parler Bitcoin très rapidement, toujours au sein de ce range. On ne fait pas de breakout, on fait même des réintégrations. On reprend cette divergence, cette même triple divergence baissière confirmée avec cette bougie ici, rouge, qu'on peut aussi appeler une bougie de liquidation, qui a plutôt bien fonctionné. On parle ici de 500 millions, d'autres 700 millions, voire 1 milliard de dollars. C'est peut-être même plus, pour être tout à fait franc avec vous. Faites très attention sur des proches des événements de liquidité. Je ne souhaite pas être contrepartie de mouvements de prix, personnellement. Donc, si je peux faire une préconisation, si vous êtes trader, plutôt swing trader, pas forcément scalper sur de l'intraday, etc., puisque ça ne vous concerne pas vraiment au niveau des news, mais dès que la news vous touche, en somme, tout ce que vous swingez, ou vous êtes plutôt contre-tendance à ce moment-là, bien que les divergences baissières ne signifient pas une baisse, mais de la consolidation, je vous invite à ne pas être contrepartie de ces événements de liquidité. Attendez tout simplement la news, si vous voulez la jouer dans un sens comme dans l'autre. Être contrepartie de celles et ceux qui attendaient cette échéance avec une grande impatience, qu'ils soient heureux ou qu'ils soient déçus, attendez ces échéances-là. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ferai pour pouvoir tout simplement la jouer. Sinon, suivez votre plan. Range trader, achetez les bas de range et vendre les hauts de range. Swing trader, attendez les creux. Scalper, attendez vos plays et vos setups, bien évidemment. On est toujours sur le coup de ce triangle qui a été résolu à la hausse. Ici, je vais passer juste en weekly, on le voit beaucoup mieux. Enfin, on ne le voit pas forcément beaucoup mieux, mais il est plutôt bien représentatif, juste ici. Donc si vous voulez jouer, il faut continuer à jouer jusqu'à validation. Vous avez un magnifique triangle qui est juste là. On avait fait en fait le petit pullback juste ici. Derrière, l'objectif c'est de faire une accélération avec des ratios de 1 pour 1. Et les ratios de 1 pour 1 nous amènent aux alentours des 48 000 $ à peu près. On peut le prendre ici par rapport à ce breakout haussier. AB égale CD juste ici. Voilà, aux alentours des 48 000, 49 000 $. Donc c'est complètement jouable. Ce triangle est toujours d'actualité, que ce soit dans toutes les timeframes que vous pouvez viser. Actuellement en 4 heures, on est plutôt sur une consolidation, un rétrécissement au niveau de la volatilité, dans l'attente tout simplement d'une explosion, ou en tout cas d'une résolution, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse catalysée, très probablement d'ici le 10 janvier, donc mercredi. On va parler un tout petit peu d'order flow, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes. L'order flow, on a complètement liquidé beaucoup de pression, beaucoup de longues qui étaient sous pression dans l'attente de cette hanche, dans plutôt une optique de FOMO ici. Pourquoi ? Peur de louper le train, c'est imminent, c'est maintenant, acceptation des ETF Bitcoin, il y a 99% de chance, 93% de chance, 92% de chance, 90% de chance, 50% de chance, c'est pas trop, mais l'idée est de tout simplement pas louper le train, donc des fundings extrêmement positifs, on est parti nettoyer tout ça, et on revient sur une forme de consensus, d'équilibre. On peut toujours évidemment continuer à dégrader au niveau de ce funding, en tout cas au niveau de ces open interest, on peut redescendre aux alentours des 4 milliards, 5 milliards de dollars. Si vous le prenez au niveau du Bitcoin et non pas en valeur, mais plutôt en unitaire de Bitcoin, on retrouve en fait actuellement une résistance. Juste ici, on le voit très très bien. Je vais passer sur une time frame un petit peu plus importante, notamment en daily. Si on me la donne, voilà, exactement. Donc on est plutôt ici sur un support. Donc c'est jouable. Si on le prend en nombre de bitcoins leveragés actuellement dans les open interest, ça peut être jouable. On est également sur un creux ici, on entend tout simplement d'une réintégration du range précédent aux alentours des 170 000 bitcoins leveragés, si les datas sont bonnes, bien évidemment. Côté du top trader, on est plutôt en train d'observer quelque chose de pas forcément très bullish, puisqu'on est plutôt en retrait du côté des top traders. On joue clairement pas ce play. Et au niveau des spreads, plutôt en négatif ici. Donc il y a une prépondérance de l'offre vis-à-vis de la demande. Honnêtement, je préfère encore une fois être spectateur de ce marché plutôt que de devoir être acteur de cette volatilité induite
imminente, si on pourrait le dire comme ça. Ça, c'était côté Bitcoin. On peut regarder du côté d'Ethereum, toujours sous résistance actuellement au niveau d'Ethereum. Est-ce qu'on peut le jouer, est-ce qu'on ne peut pas le jouer? On avait ici ce raising wedge, si vous voulez, un espèce de biseau de rétrécissement. On attendait ce breakout haussier. D'ailleurs, en weekly réintégration il y a quelques semaines de soleil, on ne parvient plus à casser cette résistance. L'objectif, si on le voit d'un point de vue plutôt weekly ici, c'est d'aller chercher aux alentours des 1700 $ au niveau d'Ethereum pour revenir chercher nos moyennes mobiles qui représenteraient la bonne valeur d'Ethereum sur du court terme, sans pour autant attendre des échéances. Je le dis, je le redis. Pourquoi aujourd'hui, si on a des ETF Bitcoin qui sont acceptés, le bon play serait de jouer Ethereum, puisque Ethereum n'est pas encore pricé par le marché. Bitcoin, il semblerait qu'il le soit de façon beaucoup plus excessive. Et après, les ETF Bitcoin, généralement, ce sont les ETF Ethereum qui devraient être à ce moment-là joués. Donc, on joue actuellement plutôt au niveau de la rumeur les ETF Bitcoin. Il est fort à parier que derrière, on jouera les ETF Ethereum, évidemment. Donc, c'est clairement ce qui peut être joué. Personnellement, c'est probablement ce que je jouerai si je trouve un play de liquidité pour pouvoir me positionner en cas d'une réintégration d'un range. Je serai encore une fois patient, notamment sur Ethereum pour l'instant. Je ne bouge pas. Même constat au niveau du daily, triple divergence baissière au niveau d'Ethereum, qui est complètement validée, et complètement confirmée. On peut même essayer de se retrouver au niveau de ces range ici, donc triple divergence confirmée avec cette bougie ici de liquidité. On est parti chercher pas mal de liquidité, des stops complètement évidents. On est en train de retravailler sous ces range. Objectif, ratio de 1 pour 1, 2000 $ à court terme. Sans pour autant avoir les échéances au niveau des ETF. On peut très bien aller très rapidement chercher les 2000 $ sous une gros pic de liquidité, là où l'ensemble de nos cryptoactifs préférés, malheureusement, tendraient à suivre le play, et ça pourrait éventuellement faire mal. Donc faites très attention, ne vous mettez pas ou ne vous surexposez pas à levier sur vos cryptoactifs préférés, dans l'optique de gagner un petit peu plus d'argent que vous ne devriez. Faites attention à ça, parce que l'objectif, c'est bien évidemment de conserver le plus longtemps possible son capital de trading ou d'investissement sur le long terme, puisque ce n'est pas les montants qui font la richesse, mais le temps. Donc on attend, côté de la dominance cette fois-ci, vis-à-vis d'Ethereum Bitcoin. J'aime bien le regarder, mais on va reprendre ces fractales-là, puisqu'on les avait travaillés il y a quelques temps en arrière, et ça semble en fait se reproduire encore une fois. Étonnant. Bon, ici, je vous avais tracé en fait en weekly des espèces de trendline par rapport à notre RSI. Donc le RSI peut être utilisé comme un baromètre, c'est un oscillateur de force entre les acheteurs et les vendeurs, la rencontre symétrique ou asymétrique entre les acheteurs et les vendeurs, et on peut y tracer des trendlines, tout simplement. Vous pouvez même y tracer des Fibos, ça fonctionne aussi très bien et ça fonctionne même partout. On avait en fait ce petit play, on va le grandir ici, avec un fake out, juste là, quelques mois avant le halving. Hop, et puis derrière, on vient chercher tous les lots, et derrière, on vient faire ce magnifique breakout très proche de l'halving, et ici, ça nous donne le signal. Donc, je vais le positionner juste ici, si vous voulez, ce petit signal, parce que là, je suis plutôt en zoomé, donc on le voit comme ça. Et c'est exactement la même chose qui semblerait en train de se produire. Donc, on avait eu ce fake out par rapport à cette magnifique trainline en pointillé, quelques mois avant le halving, et maintenant, qu'est-ce qu'on attend ? On attend tout simplement le breakout, le fameux signal pour pouvoir arbitrer et pourquoi pas allouer des bitcoins vers Ethereum, pas forcément all-in, mais peut-être en petite quantité, ça peut être 10, 12, 13, 15, 20, 25%, pourquoi pas, pour pouvoir jouer cette dominance, cette équilibre de dominance. Alors il faut comprendre qu'à très court terme, la dernière fois qu'on avait vécu ce type de play, on était parti chercher la liquidité qui se trouvait plus bas. C'est probablement ce qu'on pourrait faire sur le plus ou moins court terme, c'est d'aller chercher toute la liquidité qui s'y trouve, sortir en fait toutes les personnes actuellement qui arbitrent Ethereum sur un bon blé, puisque actuellement on est plutôt sous support. Donc honnêtement, aller chercher ici de l'Ethereum contre du Bitcoin, honnêtement, c'est pas complètement délirant, c'est même plutôt ce qu'il faut faire. Mais vous pouvez également attendre éventuellement la prise de la liquidité avec une très forte dominance au niveau de Bitcoin, notamment vis-à-vis des catalyseurs sur les ETF Bitcoin, pour derrière attendre la réintégration, voire la cassure au niveau de cette ligne ici, au niveau du RSI en weekly, pour nous donner éventuellement un signal avant-gardiste, avant-coureur par rapport à une accélération haussière, en tout cas au niveau de la dominance d'Ethereum vis-à-vis du Bitcoin. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, si c'est à la baisse, on perdra moins d'argent si on est exposé dans l'Ethereum, et si c'est à la hausse, on gagnera plus d'argent si on est exposé en Ethereum vis-à-vis de Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que je regarde avec une grande attention, et actuellement, mon graphique me dit patience. Ni plus ni moins. On fait un petit peu de macroéconomie, parce qu'il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes. Vous aurez en fait tout simplement jeudi l'inflation qui est attendue en toute petite hausse. Donc c'est une très légère hausse, peut-être à l'image, si vous voulez, des recompilations
vis-à-vis des indicateurs qui sont utilisés, notamment au niveau de l'immobilier, notamment au niveau du food, parce que c'est pas l'instant T, hein, le seul truc qui nous donne à peu près la santé, c'est Trueflation. Et vous avez un tout petit regain très très léger aux alentours des 2,20 ici au niveau de l'inflation. Il faut faire attention, si on venait à craquer les 1,9% ou les 2%, ce serait pas fortement bullish parce qu'on pourrait repartir dans un sentiment plutôt déflationniste que stagflationniste et non pas bien évidemment inflationniste. On ne parle plus ici d'inflation, mais on s'attend quand même à un regain léger de l'inflation par rapport aux indicateurs qu'il y a depuis N-1. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Puisque si vous prenez exactement N-1 sur certains indicateurs, notamment immobiliers aux États-Unis, on était sur le pic, on était au plus haut. Donc il est normal qu'un an plus tard, vu qu'on est en train de remettre en place les indicateurs, on réactualise les indicateurs à 12 mois glissants, à partir du principe qu'on peut se retrouver avec une forme de hausse, puisque au niveau du 13e mois, on repart sur quelque chose de nouveau, si vous voulez. Donc, comme on était au plus haut il y a un an, que ce soit en Europe ou que ce soit aux États-Unis, vous avez bien vu au niveau de l'Europe, on a repris 0,2 points au niveau de l'inflation. Donc, attention, pic inflationniste, c'était pas le plus bas, etc. Non, c'est juste normal en réalité. Vous avez bien vu que le marché ne le prenait quasiment pas en considération. Mais quand même des signes de retour très légers au niveau de l'inflation. Ce sont des indicateurs que nous devons prendre en considération, comme deux autres. Le deuxième, c'est la croissance, qu'on avait enregistré un magnifique 4,9% sur le troisième trimestre 2023. Et là, on se retrouve avec, plutôt si je prends la fête d'Atlanta, sur le quatrième trimestre à 2,5. Donc on est toujours en très forte croissance aux États-Unis. C'est clairement ce qu'il faut regarder avec la plus grande attention pour dire est-ce que l'économie va bien ? Oui, l'économie va bien si elle est croissante. Quels que soient les outils qui sont utilisés pour pouvoir soutenir cette croissance, planche à billets, baisse d'impôts, subventions, ce que vous voulez, honnêtement, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce qu'au niveau de ces chiffres macroéconomiques déterminants, c'est haussier ou pas. Évidemment que ça fait 50 ans qu'on essaye à tout prix de donner une croissance, pas forcément mécanique, mais plutôt influencée, subventionnée, puisque aujourd'hui, on le sait de façon extrêmement limpide, pour avoir un point de PIB, il faut 3 points de dette. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça la ratio. Donc évidemment qu'on continue la planche à billets, bien évidemment qu'on continue à alimenter de monnaie confiance, appelons-la comme ça, les marchés, enfin pas les marchés financiers, mais l'économie, en tout cas on tente de le faire dans l'économie réelle, et c'est quelque chose qui ne peut évidemment pas durer. Mais de là à jouer cette rupture-là, ça fait 2012 que je l'entends quotidiennement, notamment sur beaucoup de réseaux que je suis encore aujourd'hui. Ça, c'était le deuxième point au niveau de la croissance, donc plutôt positif à observer, même si elle est peut-être un petit peu moins importante qu'on aurait pu l'estimer précédemment, mais le S&P 500 se rééquilibrera, ou les marchés se rééquilibreront par rapport à ces dernières données. Et côté emploi, l'emploi reste très fort aux États-Unis, avec une baisse de 0,1 point, donc on passe à 3,7%. Jusqu'à preuve du contraire, tout va bien dans le meilleur des mondes, donc je n'attends pas un crack financier par rapport aux indicateurs que nous sommes en train de regarder, ou en tout cas que nous sommes en train d'analyser, mais bien évidemment quelque chose d'extérieur. Je vais le reprendre parce que si on veut aller un petit peu plus loin, c'est vrai que de le dire de façon extrêmement rapide, ok, mais est-ce qu'on pourrait avoir des prémices de quelque chose qu'on devrait sentir, donc qu'on devrait voir, qu'on devrait, avec une forme d'intuition, essayer d'interpréter? Vous avez deux éléments qui sont extrêmement intéressants, qui ont été proposés sur The Kembosi Later. Donc je suis abonné à ce compte Twitter. Honnêtement, c'est plutôt source d'inspiration et source très importante d'information. Les pertes non réalisées représentent désormais environ 33% de l'ensemble des fonds propres des banques aux États-Unis. Donc ça, c'est bien évidemment par rapport au décalage entre les obligations à court terme, moyen, long terme au niveau des banques qui sont détenues jusqu'à échéance. Si elles devaient avoir besoin de liquidité aujourd'hui, elles seraient en perte latente de 33%. On était plus près des 40% il y a encore quelques semaines, voire 50% il y a quelques mois, en mars 2023. Actuellement, ces banques sont assises sur près de 700 milliards de dollars de pertes non réalisées. Donc c'est juste une écriture comptable, il faut bien le comprendre comme ça. Pour mettre cela en perspective, même au pire moment de la crise de 2008, les pertes latentes ne représentaient qu'environ 5% des fonds propres. C'est quand même assez incroyable. Avant la crise des banques régionales, ce pourcentage s'améliorait à environ 22%. Donc on comprend bien que si on doit comparer la situation économique et financière des banques entre aujourd'hui et, si vous voulez, 2008, c'est 4 fois pire. Il faut le comprendre comme ça. Dès lors, si vous avez cette information, comment on doit la traduire? Comment on doit la prendre, cette information? C'est extrêmement simple. En 2008, il y a eu une crise de confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, on ressent, par rapport aux opérateurs de marché, les insiders, la smart money, une crise ou une perte de confiance? Oui, on l'a eu. C'était en mars 2023, notamment avec la première banque Silvergate Bank, qui est tombée.
la banque des crypto-monnaies et des startups de la Silicon Valley. Qu'a fait la Fed, qu'a fait le Trésor américain? Ils ont tué littéralement ce risque, au détriment d'une augmentation folle au niveau de la dette et des repos, ou enfin pas des repos, mais de la balance au niveau de la Fed. Évidemment, on collatéralise toujours par rapport à un socle de confiance. La Fed est un socle de confiance, l'État américain est un socle de confiance, l'État européen, l'Europe est un socle de confiance, l'économie en elle-même, européenne ou américaine, sont des socles de confiance. Tant qu'il n'y a pas de perte de confiance, il n'y aura pas de crash ou de Black Swan. Black Swan est une perte de confiance imminente, existante, maintenant, imprévisible. Je voulais vraiment vous remettre dans ce contexte-là, parce que je pense que, quoi qu'on en pense, tant qu'aujourd'hui la confiance est là, qu'on le veuille ou non, bah crac, il n'y aura très probablement pas. On continue avec cette deuxième information, c'est aussi extrêmement intéressant, je vous en avais parlé il y a quasiment 1 an maintenant, pour pouvoir se positionner, si on le voulait, sur des SCPI, comme beaucoup des SCPI, que ce soit américaines, que ce soit européennes, sont plutôt axées sur l'immobilier commercial, notamment les immeubles de bureaux, etc. On n'est pas encore au creux du creux, mais ça continue de façon extrêmement forte à se dégrader. Pour moi, je serai encore patient si je souhaite allouer des capitaux sur ce type de produits financiers. J'attendrai encore un petit peu puisque ça continue à dégringoler de façon assez importante. Le prix des immeubles de bureaux aux États-Unis sont en baisse d'environ 40% par rapport à leur sommet d'il y a un peu plus de 2 ans. Au cours de la dernière année, le prix des immeubles de bureaux ont chuté de 30%. Actuellement aux États-Unis, un immeuble sur 5 est vacant. La pire partie, la plupart de ces immeubles de bureaux détiennent d'importants soldes de dette, avec des taux d'intérêt élevés et des flux trésoriers en baisse, les taux de délinquance augmentent. Les taux de délinquance, c'est on ne peut plus payer. La faillite immobilière commerciale arrive. Elle arrive, donc actuellement, elle n'est pas là. Et si on pense que c'est 4 fois pire qu'en 2008 par rapport à ces liquidités latentes, ou à cette, comment on dit ça, ces collatérales, si vous voulez, et notamment vis-à-vis des montants, parce que c'est beaucoup plus important aujourd'hui qu'en 2008, bon, on peut encore attendre très probablement un magnifique dégradement vis-à-vis de ces immobiliers de bureaux. Et si vous allez regarder au niveau des CPI, notamment auprès de vos courtiers, vos banquiers, etc., bah, regardez bien au niveau des petites lignes, vous avez beaucoup en fait, de bureaux qui sont actuellement inscrits dans ces SCPI. C'est très peu en fait, de résidentiel ou comment on peut dire ça, ou social. Parce que généralement les logements sociaux sont payés notamment par notre livret A d'épargne populaire, le livret d'épargne populaire notamment, et d'autres évidemment, mais c'est plutôt livret A pour les logements sociaux. Donc faites attention à ça, et ce qui est très intéressant, donc pas forcément attention, mais soyez attentifs à cela, moi je serai encore une fois extrêmement patient. Vous avez Moderadar qui nous explique ça, les assureurs augmentent le rendement de leurs fonds euros. C'est génial, mais pourquoi? En 4 ans, 100 milliards ont été retirés des assurances vie, donc du coup 2 options, ils remboursent des obligations à perte. Oui, quand vous avez une demande de retrait, au niveau de vos assurances vie, en fonds euros, il faut bien aller chercher l'argent là où il est. Et actuellement, il se trouve sur les marchés, notamment secondaires, pour pouvoir collatéraliser, rembourser ces pertes, en fait, enfin ces obligations que vous avez souscrites, tout simplement. Quel que soit le moyen, court terme, long terme, moyen terme, ce que vous voulez, à 2 ans, à 3 mois, à 10 ans, etc. Et on comprend bien que pour pouvoir rééquilibrer ces déséquilibres au niveau de la liquidité, ils ont tout simplement de meilleurs rendements. Mais ce n'est pas pour nous faire plaisir, c'est juste pour éviter la banqueroute. Parce qu'actuellement, s'ils devaient ne pas surcollatéraliser ou collatéraliser par de l'incitation, et vous revenez ici dans cette thématique et cette mécanique de confiance, donc la confiance vis-à-vis du risque est plus important, enfin le risque est plus important, donc les rendements sont plus importants, qui permet de rééquilibrer la confiance, tout simplement. Donc le risque a un prix. Et là, c'est risqué d'aller, entre guillemets, mettre notre argent au niveau des assurances vie. Dès lors, on avait déjà fait ce travail-là il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Si vous voulez vous exposer sur des obligations souveraines, notamment à 5 ans, notamment à 6 ans, notamment à 8 ans, ou à 12 ans, ou à 10 ans, parce que votre banquier ou votre conseiller bancaire vous invite éventuellement à vous y intéresser. Placez-le en assurance vie, vous serez garanti. Ne le prenez pas en direct, prenez-le en assurance vie. Mettez-le dans les assurances vie, il y a beaucoup de produits financiers qui le permettent, et ça permet tout simplement de bénéficier en plus de la garantie de l'État. Voilà, j'ai fait tout le tour de ce que je voulais vous dire, pas plus de choses à vous révéler, j'espère que je vous ai aidé dans cette vidéo d'introduction de ce lundi en attente imminente des approbations au niveau de Bitcoin.
20 minutes. Je prends juste quelques minutes pour reprendre vis-à-vis de ce qu'un membre m'a dit dans le Discord des rois du marché. On va le regarder ensemble vis-à-vis de Cross the Edges. Puisque je vous ai dit effectivement que par rapport à leur nouvelle approche, par rapport aux lens, vis-à-vis de ce qui existe dans Cross the Edges, qui seront directement collatéralisés avec des réels terrains, qui sera dans la vie réelle. Alors moi, sans pour autant en avoir suffisamment la connaissance, je suis parti du principe que c'était quand même de plus en plus en vogue, et je le vois de plus en plus sur beaucoup de projets, qui utilisent l'immobilier, ou en tout cas le parc foncier, pour pouvoir légitimer leurs actions, potentiellement leur rendement, comment on va soutenir notre token, par divers mécanismes. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, le prix d'un token, c'est une chose, la rencontre entre l'offre et la demande. Trouver aujourd'hui une réelle valeur dans un token, honnêtement, bonne chance. On peut même partir sur Ethereum, je ne parle même pas de Bitcoin, parce que franchement, c'est clairement une idée d'offre et de demande, mais la réelle valeur de n'importe quel token, sans pour autant y mettre ou exposer un réel business model, on est en train d'essayer de découvrir ces business models. Pour ma part, il n'existe aujourd'hui pas. Mais on va quand même le reprendre puisque je pense que c'était important. Donc merci à toi, hop, retour vidéo YouTube, donc c'est là où vous pouvez éventuellement aller y faire un petit tour. C'est Christophène qui nous a partagé cela. Salut Hermès, je ne sais pas à quel point tu suis ou pas mes publications dans le canal Cross the Edges, parce que c'est vrai qu'à la demande des membres du Discord, on a créé un petit salon Cross the Edges, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à y faire un petit tour sur les news importantes que je relais. Mais dans ta vidéo du jour, tu dis avoir du mal à comprendre pourquoi ils vont lier les lands dans du jeu vidéo à des terrains de la vie réelle. Alors déjà, il s'agit globalement d'un projet de revente d'énergie verte et pas de champ de patates ou de projet immobilier. Mais pourquoi? Dans le play, alors to earn, mais plutôt si on prend les dires de Samy Play and earn, d'où vient le rendement? Quand on paye quand on paye pour courir, ah oui non, play and earn, ok, d'où les rendements, pardon, c'est moi qui fourchais, de nouveaux entrants qui créent en fait la hype et font monter le prix par la demande. Le même mécanisme. Donc, c'est des Ponzi. Bon, Projet Cross the Edges, c'est du jamais vu. Et je ne sais pas si ça va marcher, mais la démarche est intéressante. Des joueurs vont se battre pour gagner de l'argent sur un rendement à se partager qui vient de la vie réelle. C'est un business de revente ici d'énergie, donc panneaux solaires, géothermie, etc. C'est pour un ensemble complètement sain et plus qu'on fait pas très bien avoir une hype qui fait grimper des prix d'une collection de cartes, que ce soit des Pokémon ou des personnages d'Heroic Fantasy. Autrement dit, non seulement les NFT servent à donner aux joueurs la propriété de leur asset, mais certains lands seront donc des RWA, des Real World Assets. On leur reprendra d'ailleurs ce terme-là et cette mouvance-là, peut-être la prochaine hype partagée par la riffing de BlackRock, notamment au niveau des RWA. Et je vous ai d'ailleurs partagé une vidéo qui a été réalisée par GAM, donc c'est Grand Temple Meta et non pas Grand Temple Crypto. Je vous invite à aller la découvrir si ça vous intéresse vis-à-vis des Cross the Edges par rapport à ce qu'ils vont faire, ou en tout cas la direction, la roadmap, si vous voulez, de Cross the Edges sur les prochains mois, prochaines années. Peut être intéressant, effectivement, j'ai pris le temps de l'écouter et ils expliquent plutôt bien, sans pour autant entrer dans l'hyper détail, ce mécanisme de revente d'énergie verte par rapport au secteur notamment de la blockchain et des crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si je dis des choses qui vous heurtent, pas forcément qui vous blessent, mais qui méritent peut-être d'aller un petit peu plus profondément les explications, le Discord est fait pour ça. Je vous souhaite une excellente journée. Pour ma part, je serai donc plutôt en retrait par rapport à ces situations de marché et je ne me mettrai jamais en contrepartie d'un quelconque événement de liquidité